Rebonjour sur Studio M, le studio d'Esprit Contract. Je suis Frédéric Marty, le rédacteur en chef d'Intramuros. Et pour cette deuxième table ronde, d'ailleurs je vous remercie, vous étiez assez nombreux à nous suivre hier pour cette deuxième table ronde qui sera dédiée à l'hybridation des lieux, à ces nouveaux espaces polymorphes. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Join. Patrick qui est cofondateur de l'agence Join Manco. Oui, merci. Également Pierre-Alexandre Pillet, vous êtes fondateur de Sowen, agence d'architecture d'intérieur. Oui, bonjour. Et Valentin Moubège, vous êtes directeur des programmes chez Gallia Group, qui est un promoteur immobilier. Exactement, bonjour. Vous faites quoi exactement chez Gallia Group d'ailleurs? Parce que je vous connais par l'hôtellerie, d'abord. Oui. On est spécialiste à la restructuration lourde d'immeubles obsolètes dans Paris essentiellement, ou petites couronnes. Donc selon le lieu, on peut faire de l'hôtellerie, du logement ou du bureau. Voilà, on s'adapte à l'existant et à son emplacement. Merci. Vous pouvez nous parler un petit peu de Sowen? Ça fait combien de temps que vous l'avez créé? Alors, on a été créé en 2017. Sowen, c'est simple, c'est un acteur 360 qui accompagne des utilisateurs ou des investisseurs dans le cadre d'aménagement de lieux. En fait, vulgairement, on va dire qu'on est contractant général et on s'adresse principalement à du bureau, mais on fait aussi de l'hôtellerie et du restaurant. Très bien. Patrick, pour parler d'hybridation des lieux, je me disais que c'était bien de commencer par la Maison du Peuple. La Maison du Peuple, j'ai eu la chance de la visiter grâce et avec toi, qui est à Clichy et qui, tu pourrais nous en parler parce que finalement, c'est ce qu'on appelait auparavant une salle polyvalente. Donc rien que ça, c'était déjà un lieu hybride. Donc en 1935, le maire de Clichy de l'époque, donc maire communiste, hein, on est sur la banlieue rouge, demande à Eugène Baudouin et Marcel Lotz, deux jeunes architectes. On a à côté la Herzog et de Meuron qui sont en train de faire une tour absolument incroyable, la tour Triangle. Et donc ça, ce sont un petit peu les Herzog et de Meuron de l'époque, très avant-gardistes. Et ils s'associent à un jeune constructeur, Jean Prouvé, pour réaliser la Maison du Peuple. Donc c'est ce qu'ils proposent au maire de Clichy. C'est une salle polyvalente. Donc en rez-de-chaussée, on est dans un marché couvert. Et puis à l'étage, il va y avoir un lieu où on va pouvoir faire le congrès de la SFIO, on va pouvoir faire un match de boxe, avoir Gérard Philippe qui joue le soir pour le TNP. Et puis il y a aussi la maison des syndicats. Donc les associations et les syndicats ont leurs espaces. Et c'est un lieu qui vit du matin au soir, 24 heures, presque 24 heures sur 24. Et c'est un lieu qui se transforme, donc il est connu, il est dans tous les livres de l'histoire de l'architecture. Le toit s'ouvre, le plancher s'ouvre, des murs bougent et on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Donc il y a la Fondation Cartier là, qui vient d'ouvrir il y a quelques temps. Jean Nouvel s'est inspiré de ce projet qui vient, voilà, là on voit le plancher qui est ouvert et on voit que c'est une sorte de machine, on peut en faire ce qu'on veut. Et justement, on peut en faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça va devenir la Maison du Peuple désormais? Alors, quand les travaux seront terminés, parce que c'est un gros chantier, j'imagine. Donc c'est classé monument historique, hein, il y a en 1983 par Jacques Lang, qui classe ce monument voilà, incroyable réalisé par Jean Prouvé. Et Alain Ducasse est tombé amoureux du projet, donc il a vu, ça faisait donc le marché était toujours utilisé depuis l'origine, mais par contre toute la partie supérieure était abandonnée et donc il a décidé de le racheter avec le groupe Apsis et d'en faire son siège social. Donc il va y avoir des bureaux, il va y avoir un café. Il va y avoir des manufactures, parce qu'Alain Ducasse fait du chocolat, du café, des biscuits et des tas d'autres choses. Et donc, on va pouvoir acheter, consommer et produire ce qui va être acheté sur place. Et puis aussi, il y a 200 collaborateurs qui mangent là. Donc, on fait un petit restaurant mais qui va être ouvert à tout le monde, à toute la ville. Et donc, on va pouvoir déjeuner, dîner. On va dire comme dans un bouillon, donc chez Chartier, donc quelque chose d'économique. Et puis il y aura une cuisine de compétition, une cuisine pour Alain Ducasse, en dessous de ses bureaux. Et là il y aura une cuisine exceptionnelle où il va pouvoir faire de la recherche, inviter des gens à venir faire de la recherche avec lui, et puis une table exceptionnelle. La gastronomie, ça vous parle aussi parce que je lisais en parcourant votre ADN, souvent vous faites référence au bon.
Ce qui est au bon, au beau, bien, c'est ça. Ouais, tout à fait. Comment, vous pouvez nous parler un peu de cet ADN, enfin en tout cas de ces mots assez forts et assez surprenants qu'on n'entend pas forcément beaucoup dans des agences 360 ou d'architecture. En fait, on aime faire du bien avec du beau et du bon. Et les images qu'on voit justement de ce que vous avez fait, ça représente exactement ce que les entreprises, comme Alain Ducasse ou même des entreprises plus traditionnelles, souhaitent faire ressortir de leur marque et de ce qu'ils veulent faire vivre à la fois à leurs collaborateurs. C'est important, vous avez évoqué 200 collaborateurs qui allaient certainement déjeuner tous les jours là-bas, mais aussi l'expérience qu'ils vont faire vivre justement aux clients qui vont recevoir et aux tierces personnes qui vont recevoir. Et ça, c'est un mouvement de fond qu'on a connu, je dirais, depuis, qui était déjà initié avant le Covid, mais qui a été accéléré au moment du Covid. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'hybridation aujourd'hui des lieux. C'est cette volonté de faire un lieu différent où on vit une vraie expérience. Ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qu'on s'est appliqué à nous, faire du bien avec du beau et du bon, c'est exactement ça. C'est tirer les choses encore plus loin pour faire vivre quelque chose, je dirais, aux entreprises et aux collaborateurs. C'est quand même allé assez vite parce qu'on est sorti du Covid et on nous a dit venez plus au bureau. Et maintenant, finalement, on réintègre au sein des bureaux tous les services du tertiaire qu'on peut trouver dans l'hôtellerie, la salle de sport, donc on pourra en parler d'ailleurs avec la fondation, mais les salles de sport sont incorporées sur les lieux de travail. Il y a le restaurant, il y a plein de services qui sont proposés. On voyait ça, on en avait parlé ensemble, on voyait ça en Angleterre, pas mal. Finalement, on pourrait vivre dans son bureau, quoi. Il manquerait qu'un petit dortoir et on serait pas mal. Oui, en fait, c'est presque une volonté. Enfin, ce qui a été marquant, je dirais, avec le Covid et l'accélération qu'il y a eu a posteriori, c'est que le télétravail a permis aux collaborateurs de pouvoir travailler ailleurs que chez soi. Donc après, il y a eu des variantes, évidemment, avec je travaille au café en bas de chez moi, etc. etc. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que je puisse... Qu'est-ce qui faisait que j'avais envie d'aller retrouver au bureau? Voilà. Et donc, les entreprises se sont naturellement dit... il faut que je fasse revenir mes collaborateurs, mais leur dire c'est bien, mais faire quelque chose pour qu'ils reviennent, c'est quand même mieux. Et donc du coup, on a créé des espaces, elles ont voulu créer des espaces justement pour attirer ces collaborateurs et l'espace serviciel des immeubles, mais je dirais que dans du quartier également, les services qu'il y a dans les quartiers vont permettre, je dirais, aux collaborateurs de retrouver ce lien social, et c'est le deuxième argument, je dirais, qui est le pourquoi l'hybridation, c'est la recherche de lien social qui, du coup, permet aux entreprises de faire revenir leurs collaborateurs. Et chez Galia Group, alors vous avez une approche où vous avez mixé donc hôtellerie, gros plateau pour des bureaux, parce que c'est quasiment des petits sièges sociaux. En fait, je sais pas, il y a 5-6 niveaux, c'est ça? Exactement, sur la fondation, il y a 5 niveaux. Alors, la fondation, je précise, qui est dans le 17e arrondissement, qui a ouvert il y a 1 an à peu près, c'est ça? Tout juste 1 an sur la partie bureau et un peu moins sur l'hôtel 5 étoiles. C'est rue Legendre, dans Paris 17e. Donc oui, c'est un lieu hybride. Nous, le lieu hybride, on l'a d'abord imaginé par l'histoire des immeubles, parce qu'avant tout, c'est 3 immeubles distincts, et c'est une longue aventure. Le premier, on l'achète en 2012. C'est un ancien parking aérien. C'est l'immeuble qui a été transformé en bureau opéré, que nous opérons nous-mêmes, avec tout un tas de services qu'on propose pour les utilisateurs. Et l'immeuble sur rue, qui était un ancien immeuble mixte des années 60, bureau-logement. On l'a transformé en hôtel 5 étoiles, mais aussi en rooftop et avec 2 restaurants. Pour vous rejoindre, c'est vrai que on se rend compte que le monde du travail a vachement évolué, surtout depuis les années Covid. Et il y a toute cette stratégie de comment le collaborateur revient au travail, et pourquoi. Comment on le motive à bien travailler. Et ça, c'est au cœur de notre philosophie pour créer des lieux beaux et surtout sains en termes de travail et d'utilisation. Est-ce que tous... Pardon, Non, mais j'allais rebondir. En fait, j'ai eu la chance d'aller visiter la fondation. J'y suis allé il y a quelques mois. Et je trouve que c'est un peu l'étape dans l'évolution du bureau, l'étape ultime. C'est-à-dire que pas ultime, mais une très belle évolution. C'est-à-dire que sur un même lieu, on vit une expérience. À la fois le beau via l'hôtellerie, via les restaurants, les bureaux, la salle de sport sur plusieurs niveaux, voilà, et on arrive à conjuguer les besoins actuels d'un utilisateur lambda qui vient peut-être pour travailler, mais pour aussi le loisir, en tout cas de faire du sport.
et de passer un moment dans l'hôtel. Et je trouve ça tout cumulé, c'est un peu l'idée que les investisseurs, en règle générale, aimeraient avoir. C'est-à-dire que si on voulait transposer ça à la Défense, par exemple, qui est un quartier qui souffre, et à la fois qui se remplit aujourd'hui, qui souffre beaucoup parce que le marché du bureau est en déclin fort, mais qui arrive à survivre parce qu'il il permet à des tours d'apporter du service. Mais si on voulait extrapoler, je trouve que ce que vous avez fait sur la fondation est très intéressant, c'est-à-dire mixer encore plus avec l'hôtellerie, avec la salle de sport, etc. Et le faire dans Paris, ça a été un geste pour moi hyper important. Je m'en suis beaucoup inspiré avec l'idée de se dire il faut qu'on ait de plus en plus de bureaux de ce type-là dans Paris. Pour rester un petit peu sur l'hôtellerie, Patrick, il y a une vraie actualité chez Jouamanco en ce moment avec la réouverture du parc Hyatt de Tokyo. Ces lieux hybrides comme la Fondation ou comme ce que vous décrivez pour éventuellement une évolution à la Défense, est-ce que ça implique un nouveau travail pour un architecte d'intérieur ou pour un architecte en termes de gestion des flux, de différenciation des envies? Parce que finalement, l'hôtel était un peu un refuge auparavant, c'était un cocon, on voulait se protéger, et on se retrouve à avoir des flux venus de l'extérieur, l'hôtel est au milieu de la ville, et finalement devient un point d'intérêt en dehors de l'hôtellerie. Je pense que vous l'avez tous cité, on a aussi changé nos manières de travailler. Maintenant, on travaille n'importe où. On ne sait plus exactement la frontière en fait, entre le moment où on travaille et le moment où on peut se reposer, où on se détend. On essaye de faire parfois les deux en même temps. Donc bien sûr, ça a influencé complètement la refonte du projet du Parc Hyatt Tokyo, qui a été dessiné en 1994. Donc en 1994, il n'y avait pas encore d'ordinateur portable, je crois pas. Et donc c'était dessiné avec un petit bureau tout simple, et avec une chaise, et on pouvait à ce moment-là écrire. Donc c'était une manière de travailler qui était, on va dire, épistolaire. Il y avait un temps de travail. Mais il y avait un temps de travail, exactement. On allait à l'hôtel et là on se reposait, puis après on allait voir ses clients et c'était simplement un travail d'écriture. Maintenant, en fait, quelqu'un qui va arriver de je ne sais où, il va vouloir déjeuner ou prendre son petit déjeuner, ouvrir son ordinateur en même temps, peut-être allumer la télévision et regarder les news. Et il va faire les trois activités en même temps. Et puis même converser peut-être avec sa famille sur WhatsApp. Il va faire 4 choses en même temps. Et plus regarder la vue, une 5e chose en même temps. Et donc, on a complètement recomposé la chambre pour que tout ça soit complètement fluide, assez évident. Donc on a par exemple fait une grande table. Dans la chambre, il y a une table qui est immense. Donc quand on arrive, on se dit waouh, c'est incroyable ça. Mais ça, en fin de compte, c'est parce qu'on a le petit déjeuner, le bureau, les papiers, le téléphone, je recharge, et je ne suis pas assis sur un fauteuil, je suis assis dans un canapé. Donc on va chercher du mobilier hybride aussi un petit peu. Donc, on en parlait avec Vitra hier. C'est basé sur une observation des nouveaux usages. Vous avez un nouveau projet, on en a un petit peu parlé, qui est un peu plus loin dans le 17e toujours, c'est ça ? Toujours, et rue Lamarck, donc à frontière du 17 et du 18e. Ça sera toujours un lieu hybride ? Exactement, donc là on va refaire une énorme salle de sport encore plus grande que celle de la Fondation, un hôtel 4 étoiles cette fois, où on aura une marque mix qui va venir opérer cet hôtel, et derrière on aura des logements, donc un lieu ouvert sur la ville. Dans la continuité de ce qu'on a fait sur la Fondation, je rejoins ce que vous disiez, Patrick. Aujourd'hui, les cloisons de nos vies, elles se sont un peu supprimées. C'est-à-dire qu'en fait, et ça se voit dans les lieux qu'on doit créer demain, c'est qu'il n'y a plus ces frontières où à l'époque on avait un hôtel, un bureau et un restaurant. Aujourd'hui, quand nous on travaille avec nos architectes et nos designers, on imagine les flux de demain, c'est un flux de partage ouvert sur la ville, où en fait on a envie que le Parisien vienne dans notre hôtel et que ça soit plus réservé qu'au tourisme. Parce que en fait c'est un lieu où il se passe plein de choses. Et moi, pour travailler à la Fondation, avoir cette chance que le groupe Gallia, on a déménagé notre siège social là-bas. Le matin, je prends le café à la Fondation. Le deuxième matin, je travaille. Et le midi, je vais faire du sport au sous-sol ou dans le bâtiment annexe. Et en fait, tout ça, c'est ouvert. Est-ce que du coup, vous avez senti qu'en termes d'image de marque ou de recrutement chez vous, chez Gallia,
ça a changé quelque chose, justement, ce nouveau positionnement dans ce lieu? Sur le recrutement, peut-être pas encore, mais en tout cas sur le remplissage de l'immeuble de bureau. On n'avait même pas fini les travaux, que l'immeuble était plein 6 mois avant son ouverture. Quand vous entendez la crise qu'il y a du bureau sur Paris depuis 5 ans, eh ben, nous on l'a pas du tout senti et on est persuadé que c'est cette offre-là qui a permis d'avoir ce remplissage-là. Parce que le bureau devient un outil de recrutement, il y a un changement de paradigme, on en parlait ensemble. Avant, ça reste toujours un petit peu le cas, mais le futur salarié essayait de se vendre à fond, etc. Maintenant, le futur employeur met en avant, alors avant il y avait les tickets resto et le comité d'entreprise, maintenant il y a la salle de sport, le rooftop, etc. C'est assez générationnel, mais est-ce que, alors, vous faites des bureaux pour des gens qui ont quel âge à peu près? Il y a tous les âges vraiment? Nous, on travaille pour toutes les entreprises, donc a fortiori, elles ont à peu près toutes les typologies d'âge. Mais... Est-ce que vous ressentez, comment dirais-je, un accueil différent selon les générations? C'est là où je veux en venir. Parce que... Dans leur appréhension au bureau? Ouais. Bien sûr, évidemment, les nouvelles générations n'ont pas du tout les mêmes appétences et les mêmes envies que leurs parents, par exemple, à être au bureau, c'est sûr, mais ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas la même manière de travailler, tout est différent. Et comme c'est eux finalement qui vont utiliser le bureau de demain, il faut que ce bureau il évolue. C'est vrai qu'en 15 ans, il y a 15 ans, il y avait des grandes salles de réunion de board, il y avait des bureaux fermés partout. Aujourd'hui, tout ça a été complètement supprimé, modifié. Et ce qui est plus important aujourd'hui dans le bureau, si on parle vraiment de l'usage de bureau même et pas de ses services, c'est, je dirais, la place centrale, là où il se passe quelque chose, là où il y a de la vie, où on reçoit. Donc c'est ces nouveaux espaces. Et d'ailleurs, si on doit voir notamment nos bureaux, puisque c'est un bon parallèle, nous, notre social club chez nous, et quand vous sortez des ascenseurs... Social club d'ailleurs. Exactement, déjà le nom est déjà... Exactement. Vous arrivez directement sur un grand bar qui est le lieu de convivialité de l'entreprise. Et c'est un lieu de réunion. Et c'est aujourd'hui, ces nouvelles générations cherchent d'abord ça. C'est déjà retrouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, le lien social qui a été perdu. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver aujourd'hui dans les bureaux. Mais quand je vois les images que vous avez fait là pour Ducasse, c'est exactement la même chose. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le... Oui, en plus, je pense que c'est le rapport au travail et surtout la partie du bien-être dans la nouvelle génération. Le bien-être est aussi important que son épanouissement professionnel. Je pense que la génération d'avant, il y avait une vraie carrière. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes ne veulent plus avoir de carrière, mais il y a cette mixité et être bon sur les deux domaines, j'ai envie de dire. Et ces lieux-là sont en coordination avec cette nouvelle envie et c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Et du coup, les marques ont compris, les entreprises ont compris ça. Et du coup, c'est un outil, c'est de l'attractivité de l'entreprise. Sur un projet comme la Maison du Peuple, ce qui était le besoin en premier lieu d'Alain Ducasse, c'était d'avoir des bureaux où tout de suite il a imaginé justement ce lieu mixte avec toi en se disant voilà, on va voir la chocolaterie, le chocolat Alain Ducasse, un bouillon, etc. Où tu as abondé? Non, c'était immédiatement hybride, mais comme lui en fait. Parce que pour que la chocolaterie fonctionne, il faut qu'il y ait aussi tout un support commercial derrière. Et donc, au lieu que ça soit séparé, l'idée, c'est de réussir à les réunir. Et ceux qui vont venir visiter le lieu vont comprendre complètement l'univers d'Alain Ducasse, on va dire du chocolat au café, à la gastronomie et aussi à l'écriture, parce qu'il fait des livres. Donc, ils vont tout comprendre d'un coup. Et ils vont comprendre aussi que c'est un collectionneur, parce que la décoration du lieu, en fin de compte, il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre la collection d'Alain Ducasse, de casseroles, d'outils de cuisine qu'il a ramené du monde entier. Et puis ça vient nourrir aussi tous ceux qui travaillent là. Donc celui qui travaille dans la manufacture de chocolat, il comprend qu'il y a aussi quelqu'un qui fait de la recherche sur le goût, ou aussi quelqu'un qui est en train d'écrire un livre de cuisine. Donc voilà, tout est lié. C'est ouvert entre les collaborateurs et puis chose très importante, c'est ouvert sur la ville. Ça, c'était quelque chose de très important parce qu'il pouvait y avoir une peur. Ça s'appelle la Maison du Peuple. Voilà. Donc il fallait quand même que ça garde. Alain Ducasse. Voilà, il fallait que ça garde l'origine du projet, que ça puisse s'ouvrir. Donc si j'ai envie, moi, de rentrer dans la Maison du Peuple, de la visiter, de la regarder sans acheter quoi que ce soit, je peux la visiter et ne même pas prendre un café. Alors j'espère qu'on aura envie de prendre un petit café.
il y aura aussi une exposition permanente sur l'histoire de la Maison du Peuple. Donc ça, c'est le lien à la ville. Voilà, mais c'est normal. Mais ce qui est intéressant quand même, sur ce dont vous parliez avant, c'est le rapport au travail qui a changé. Moi, c'est vrai que si on a une cinquantaine à l'agence, un petit peu plus, et puis je vois bien que à un moment donné, j'ai eu une grosse demande après le Covid à travailler à la maison. En fin de compte, tout le monde y a trouvé un avantage. Moi, le premier aussi, une sorte de retour sur moi-même. Et puis, c'est cool. Je suis calme. Je peux. Et puis, à un moment donné aussi, un vide. Donc, ce besoin de revenir, et ça, on l'a senti tous ensemble, en fin de compte. Tout le monde a voulu travailler chez lui, et tout le monde, à un moment donné, a voulu revenir aussi. Mais c'est vrai que ce rapport au travail, on l'a tous appris dans nos cours de philo, le travail, c'est souffrir. C'est la base, c'est l'étymologie du mot. Et voilà, on n'a plus envie de souffrir, en fait. On a envie que c'est du sens, ce qu'on fait, que c'est du sens pour construire, pour inventer, mais aussi pour être heureux. Et donc, souffrir, c'est pas possible. On n'est pas heureux quand on souffre. Donc, souffrir, travailler en souffrant pour quelque chose, pouvoir payer un loyer, pour pouvoir s'offrir quelque chose, oui, mais ça, c'est devenu... ça n'a plus de sens, en fin de compte. Donc voilà, il faut qu'il y ait il y a ce changement-là, je pense, qui est très profond dans l'univers du travail. Et à ce moment-là, oui, il faut donner envie de venir travailler là, mais aussi cette dimension sociale dont vous avez parlé, qui est essentielle. On ne va pas que travailler pour gagner son pain, on va aussi pour échanger, être avec les autres. Non, ce qui est intéressant, je rajouterais juste, c'est que les marques ont travaillé pendant des années pour attirer leurs clients. Et ils ont énormément travaillé leur marque à l'extérieur. Et il y avait un désalignement entre ce qu'ils proposaient au marché et à leurs clients et ce qu'ils proposaient réellement à leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on voit que les marques qui performent ou les entreprises qui performent, c'est qu'ils réalignent justement l'objectif qu'ils ont eu auprès de leurs clients avec leurs collaborateurs, ce qui fait qu'ils leur offrent des situations de lieux qui sont plus enclins avec les attentes d'aujourd'hui. Pour reparler d'hybridation, vous m'aviez dit quelque chose de très intéressant sur un troisième niveau d'hybridation qui était géographique. Je n'y avais pas pensé, en fait. C'est en repensant à la Maison du Peuple qui vraiment est ouverte sur la ville et la ville lui appartient. Enfin, la Maison du Peuple appartient au peuple et à la ville. Vous m'aviez confié justement cette ouverture des lieux sur un espace géographique donné et des services aussi qui ne sont pas que internalisés. Oui, parce quand on parle d'hybridation, on parle de l'usage. Et ce qui est certain, c'est qu'on a travaillé l'espace en lui-même avec cette hybridation. On l'a travaillé au sein, donc je dirais, si on prend le bureau, au sein du plateau de bureau. On le travaille après au sein de l'immeuble. Mais finalement, le quartier, et c'est là où, à mon avis, il y a la prochaine évolution, doit jouer un rôle aussi dans cette hybridation. Et les services, c'est peut-être le renouveau, notamment des commerces, etc., etc. C'est que le quartier doit avoir un lieu fort, justement, dans cette diversification de services, d'opportunités, pour que cette hybridation sorte, in fine, de l'immeuble. Ouais, pareil, ça nous parle énormément, parce que nous, avant tout, la géographie, l'implantation du bâtiment, et je ne vais pas parler que d'hybridation, parce qu'en fait, ce qui nous anime, nous, chez Galia, c'est respecter l'histoire de l'immeuble. Avant tout, c'est vraiment l'ADN du groupe. On est professionnel dans la restructuration. Faire du neuf, on doit le faire par moment, on le fait, mais c'est pas ce qui nous anime le plus. Ce qui nous anime, c'est perpétuer l'histoire d'un endroit. Donc, le côté hybride, la plupart du temps, il vient dans un second temps. Il vient, comme vous le dites, le quartier, est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a une offre aux alentours? Oui, non. Donc selon les réponses, on va créer quelque chose de plus hybride ou de beaucoup moins. Ça peut arriver également. On fait pas que ça encore aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est l'histoire de l'immeuble. Et la fondation, c'est un bon exemple. C'était 3 immeubles. Et grâce à ça, en fait, on a réussi à faire 3 entités différentes. Et il y avait un immeuble, c'était un ancien studio photo.
on voulait absolument garder cette touche d'un ancien studio photo. C'est devenu une salle de sport. On le voit dans sa charpente métallique qu'on est venu restaurer. Et ce qui est important dans ce que je voulais dire, c'est on s'insère dans cette histoire. Et c'est comme ça qu'on travaille avec nos architectes et nos designers qui viennent nous accompagner dans l'histoire qu'on veut créer. Non, ça me fait... donc c'est où c'est, en fait. Donc on comprend que travailler en plein cœur de la ville, c'est quand même très agréable. Donc moi, je peux sortir de mon bureau et aller manger dans un petit café, un petit restaurant à côté. Je m'aère la tête, ou alors je reste sur place parce que c'est super sympa. Mais il y a plein de choses autour de moi. Et donc le challenge, vous en parliez tout au début, de la défense et de l'avenir de la défense et de cette typologie des années 60 où à un moment donné on a commencé à construire des quartiers qui sont monofonctions, les endroits où on travaille, les endroits où on vit, et puis là de se dire voilà, comment est-ce qu'on arrive à animer, à réinventer des quartiers aussi intégrés, aussi immenses que la défense. Ça, je pense que c'est le challenge du futur, parce que ça devient plus difficile de réussir à attirer les gens là et d'apporter une vie qui est on va dire, plus ouverte que ce qu'offre la ville, en fait. Oui, alors sur la défense, c'est très intéressant. C'est un lieu qui n'attire pas. En règle générale, quand on ouvre, on nous interroge sur leur futur bureau. Les entreprises qui font appel à nous disent « Oh non, surtout, on ne veut pas aller à la défense ». C'est le rebutoir. Alors que fondamentalement, c'est proche de Paris. Vous avez un nœud de transport qui est extraordinaire. Vous avez des services qui sont proposés par les immeubles, mais ce qui fait peur, c'est cette immensité, ce côté un peu impersonnel. Et du coup, ce qu'on n'a pas au cœur de Paris, parce qu'on a beaucoup de restaurants, beaucoup de choses, c'est plus animé. Et l'enjeu pour la Défense et les PADESA qui gèrent la Défense, c'est justement de retravailler cette offre, je dirais, de bien-être et de services. Ce qu'ils ont commencé à faire, parce que la première chose qu'ils ont fait récemment, c'est les espaces verts, qu'ils ont assez bien retravaillé d'ailleurs, mais qui restent sur une dalle de béton. Aujourd'hui, c'est la Défense a été construite ainsi, avec cette dalle de béton. Et donc, du coup, il y a encore beaucoup de chemin pour apporter à la fois de la verdure, mais des services complémentaires sur la Défense. Tu voulais ajouter quelque chose, Patrick? Non, j'ai cru. Non, mais sur la Défense. C'est fascinant, en fin de compte. C'est un vrai projet de design pour le futur. Est-ce que finalement, on ne serait pas tout simplement à l'heure de la liberté et du choix? Le bureau, avant, il imposait des choses, on va manger à la cantine, ou alors il n'y a pas de cantine, donc on va au restaurant. Maintenant, il y a peut-être un grand écart entre ces bureaux qui intègrent tout, mais qui restent ouverts sur la ville, et puis finalement, le collaborateur, il fait un peu ce qu'il veut. Et finalement, le travail, tu parlais de l'étymologie de torture, il y avait aussi ça, quoi. C'est une hiérarchie, ce sont des règles, et on impose quelque chose, même dans le mode de vie, je dirais, le plus basique, quoi. Peut-être que le nouveau bureau, il sera très libre, finalement. La difficulté, là, c'est le modèle économique, en fait. Donc, du restaurant, par exemple, qui est dans l'entreprise. Alors qu'autour, il y a plein de choses très bien. Et on a envie de sortir. Et donc, c'est pas évident de faire tourner le restaurant d'entreprise et qu'il vienne apporter une vraie qualité d'un point de vue de qualité de nourriture et que ça ne s'écroule pas. Donc c'est complexe en fait. Vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer? Non, mais alors pour aller dans votre sens, c'est le restaurant d'entreprise. Il a quand même beaucoup évolué ces dernières années et peut-être que la vraie solution, c'est qu'on ouvre ce restaurant d'entreprise tout simplement à l'extérieur parce qu'à la Défense, c'est vrai qu'il est monotour et qu'il y a des systèmes de cotisation, droit d'entrée, de complexité du restaurant d'entreprise, in fine. Mais peut-être que la solution, ce serait d'ouvrir à tout le monde et à n'importe quel moment, puisque aussi que le restaurant, il est très lié à ses horaires d'ouverture, alors qu'aujourd'hui, vous parliez de liberté, en fait, on a envie de consommer le bureau, d'aller manger quand on veut, et cette notion de liberté passe par le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cette dernière table ronde. C'était un plaisir de vous recevoir. Ça y est, c'est fini, enfin pour moi en tout cas, à Esprit Contract. J'imagine que d'autres talks et d'autres tables rondes auront lieu aujourd'hui. C'était un plaisir de vous voir pendant ces 2 jours. Et puis j'espère à l'année prochaine. À bientôt. Merci.